Merci d'être là aujourd'hui à Liège pour ce deuxième forum de cette jeune association. Donc on est content de vous recevoir ici et avec vous on va débattre de beaucoup de sujets et on va présenter aussi notre collectif. Comme ça tout le monde sera bien informé sur nos objectifs et notre orientation. Je vous remercie. Déjà merci de vous être déplacé. Comme a souligné Luciano, je suis Germaine Douaclé, on est juste là derrière. Je suis la secrétaire générale du CDC. Le CDC a vu le jour il y a cela, on va dire, 1 an et demi. C'est ça, hein? Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Un an. Moins d'un an. Moins d'un an. Voilà, alors les membres du bureau, on a un comité, le comité directeur, donc on est 7 personnes qui travaillent jour et nuit pour pouvoir mettre en place des choses qu'on aimerait voir fleurir très prochainement dans nos pays. Hein. Donc du coup, les membres du bureau, je vais commencer par les ambassadeurs. Donc on en a 2 ici. Je vais commencer par la femme. On a Ida Schmidt, qui est notre ambassadeur d'Allemagne. Là, tu peux te lever. Voilà, donc elle gère, on a implanté un petit peu le CDC, on essaye d'implanter le CDC un peu partout. Là où il y a un centrafricain, on aimerait que le CDC voit le jour. Donc du coup, Ida Schmidt qui représente le CDC côté Allemagne. Après, j'ai le trésorier général qui est Francis Guénissou, qui est juste là. Donc là, je ne vous le présente plus, c'est Luciano, qui est notre ambassadeur côté Belgique, donc voilà, qui nous reçoit aujourd'hui. Moi-même qui suis Germaine Douaclé. Et donc pour finir, on a 2 ambassadeurs qui ne sont pas là. Il y en a un aux États-Unis, qui n'a pas pu se déplacer, et il y en a un qui gère aussi le côté Bangui, donc République centrafricaine, qui n'a pas pu se déplacer. Et je vais donc laisser la parole, pour ne pas le présenter. Ça va être le président donc, du collectif de la diaspora centrafricaine, qui est Rémi Alazoula. Voilà. Bonjour. Bonjour, chers compatriotes, chers frères, chers amis, chers invités. Bien avant de je pense que je ne vais pas me présenter en tant que président du collectif, hein, parce que mes prédécesseurs viennent déjà de le souligner. Je vais plutôt vous proposer le programme. C'est déjà. Je vous laisse prendre connaissance de ce programme très rapidement. Alors j'arrive à la partie où je vais me présenter et un peu m'arrêter un peu le pourquoi de ce collectif, le pourquoi cet engagement, pourquoi nous sommes décidés et engagés à travers ce collectif pour essayer d'améliorer le niveau de vie en République centrafricaine. Ce collectif a vu jour, je pense que l'idée de ce collectif mûrit un peu dans la tête de chaque centrafricain, qu'il soit en Belgique, en Allemagne, en France ou aux États-Unis. Chaque centrafricain essaye de dire qu'est-ce que je pourrais faire un jour pour mon pays. Ces derniers temps, l'événement des Alidao a été l'événement de trop. Ça a été l'événement que nous, on a dit, au lieu de rester, rêver, penser chacun dans son coin, pourquoi pas réunir nos pensées, nos idées, nos stratégies, nos compétences pour agir ensemble. C'est là on a créé un petit groupe Facebook par lequel on commençait à échanger. Et petit à petit, on s'est rencontrés une fois à Paris pour poser le visage et le son de voix de chacun qui n'est que virtuel. Donc on a rencontré le docteur Ambroise Bizanga. Donc ce projet aujourd'hui, je vous parle d'un projet d'action. On a un projet pilote que je laisserai place tout à l'heure à le responsable du VECT Innovation qui rejoint plus tard ce projet pilote. Mais je vais d'abord vous parler de projet d'action. Ce projet d'action est celui d'agir au niveau de kilomètre 5, ramener la cohésion sociale
et montrer un peu à la communauté centrafricaine de l'étranger et ceux surtout qui vivent encore au pays que nous ne sommes qu'un fils, une fille du même pays, du même peuple, de même mère et de même père. Comment faire? On sait que l'hôpital, c'est... Tout le monde se soigne, même les médecins, même le médecin eux-mêmes se soignent. Un président, un chef de l'État. Et on a choisi, pas par hasard, l'hôpital Mamadou Maïki, c'est un centre de santé urbain Mamadou Maïki, parce que c'est là où la confession musulmane est beaucoup plus importante que dans les autres quartiers. Et il était difficile pour nous d'aller dans les provinces, parce que les routes n'étant pas sécurisées. Nous voulons plutôt agir, par exemple, à Pawa, à Bombari, ou dans un autre secteur, où la nécessité est plus importante. Mais par rapport à l'insécurité, et vu notre jeune association, il fallait agir sur l'hôpital qui est le 3e arrondissement. Je me suis rendu à Bangui. Ça m'a permis de faire connaissance à l'équipe qui travaille sur place. J'ai établi avec eux un business plan. L'idée, c'est de mettre en place dans l'hôpital-là une petite maternité permettant aux femmes qui sont sur place d'accoucher. Parce que la crise a fait que nos frères de confession musulmane n'osent pas aller au quartier, à l'hôpital communautaire ou encore à l'hôpital Amitié qui n'est pas loin, ou encore l'hôpital Bimbo Domitien, et se font accoucher chez eux à la maison. Et nous connaissons tous les risques qui peuvent engendrer derrière. Donc voilà notre projet pilote, notre projet d'action est celui-là. C'est le projet que nous aimerions montrer. C'est nous, collectif de la diaspora, on vient agir pour qu'il y ait la paix. Et une fois qu'il y a la paix, notre projet pilote est celui de l'agro-pastoral. On a déjà un modèle que nous nous tarderons de vous montrer, ce modèle. L'idée, c'est d'agir dans les 16 préfectures. Une de nos préfectures sera choisie au hasard, pas au hasard, mais par rapport à la technique, à la sécurité et toutes les ressources qu'elle détient déjà, que nous allons agir, et ensuite essayer de refaire le même projet dans les 16 préfectures, et ensuite couvrir l'ensemble du territoire. Voilà, merci. Donc je m'appelle Nikez Donidé, en Belgique on m'appelle Monsieur Nikez Ndonide. C'est l'appellation française de la chose. Je suis vétérinaire et je travaille chez Delsop, notamment dans tout ce qui est filière alimentaire. Ici, je me présente sur invitation de nos amis de la CDC. Le thème, venez débattre avec nous sur les possibilités de sortie de crise en Centrafrique. Et c'est quoi les crises en Centrafrique? Ici, ils ont réalisé un projet au Burundi où ils ont fait des croisements. Les croisements, c'est-à-dire, ils ont pris la laiton, le sperme, on va dire ça comme ça, le sperme des taureaux ici, des mâles ici, qu'ils ont mis sur des vaches locales et ils ont généré ainsi ce qu'on appelle des métis. En Centrafrique, on parlait dans le temps d'une certaine race qu'on appelait la race Baoulé. Ça, c'était l'époque phare de l'époque. Et à un moment, tout le monde parlait de ça, a dit, ben voilà, Bagati Mbolo, Bagati Baoulé. Et ça, c'est des croisements que nous pouvons faire. Ce travail, je le fais ici. Et je me mets à disposition pour pouvoir transmettre cette connaissance aux jeunes de Centrafrique. Parce que je me dis, cette connaissance, si je l'ai aujourd'hui, c'est parce que je suis né aussi en Centrafrique. Et je dois aussi transmettre cette connaissance à la nouvelle génération. Et je suis prêt à encadrer les groupes, le groupement des jeunes inséminateurs. C'est aussi un nouveau, c'est aussi de l'emploi que nous allons créer. Ce travail, cet emploi n'existe pas en Centrafrique. Mais demain, nous allons créer un travail qu'on appelle des inséminateurs, qui vont aller de village en village pour pouvoir inséminer des vaches. Et avec ça, nous aurons des métis qui, avec un potentiel zootechnique assez important. Ce qui veut dire, je vais vous montrer des images ici. Nous avons ici un exemple. Ce mâle, il n'a que 2 ans. Ce taureau, il n'a que 2 ans. Mais il est issu d'un croisement avec le blanc, le belge et d'une race qu'on appelle la mélangeau. Et ça donne ça.
Et ça, c'est des choses que nous pouvons réaliser. Nous avons le potentiel, nous avons les connaissances pour ça. Et on se bat pour ça, en ce moment. Deuxièmement, nous avons, j'ai oublié de vous dire aussi que dans la race bovine, il y a deux types. En Centrafrique, il y a deux types de... Je ne sais pas s'il y a les races taurines là-bas. Quand vous voyez un bœuf avec la bosse, il appartient à la race zébu. Et quand la ligne du dos est plate, c'est la race taurine. C'est des taureaux. On appelle ça comme ça. Alors, en Centrafrique, au Brésil, ils ont fait le même croisement avec la race locale. Ils ont obtenu cette race-là. Regardez ce potentiel. Ce mâle, il n'a que 2 ans aussi. Donc, c'est des choses que nous pouvons réaliser. Nous avons les potentiels. Et je pense qu'on va y arriver. Pareil ici, pareil là. Donc, il y a du travail à faire. Il suffit qu'on se donne la volonté de le faire. Je pense qu'on va y arriver. Est-ce que nous avons un dream? Quels sont nos partenaires? C'est bien beau de parler, d'évoquer des théories, mais est-ce que nous avons des partenaires? Ben oui. Ici, pour l'instant, nous travaillons, dans le cadre de ce projet, nous travaillons avec 2 pouvoirs au niveau européen, un en Flandre, donc c'est la partie nord de la Belgique, et puis une partie en France, qui sont nos partenaires PDG. Nous avons aussi des contacts avec l'AOE, donc c'est l'association wallonne de l'élevage, qui ont déjà fait des essais en ce qui concerne la reproduction, enfin l'insémination artificielle au Burundi. Et sur base de ces données, nous pouvons faire quelque chose en Centrafrique pour pouvoir rêver, enfin projeter cette nouvelle race de bovins que nous voulons mettre en place en Centrafrique. Et il y a des particuliers qui nous aident dans l'ombre. Certains avaient dit qu'ils pouvaient être là, mais je ne les vois pas encore. Peut-être qu'ils sont perdus. Ils viendront certainement. Et en grande partie, il y a des agriculteurs wallons qui sont prêts à venir en Centrafrique pour nous aider à mettre en place, à vulgariser les méthodes d'élevage. Et je me dis, c'est à bras ouverts qu'on veut accueillir ces gens-là. Au niveau local, nous avons des contacts avec la FAO, qui est une grande structure connue au niveau mondial. Nous avons la chance qu'un des patrons de la FAO en Centrafrique est un ressortissant belge, qui nous connaît. Et la chance encore doublement, sa femme est centrafricaine. Donc ce monsieur est prêt à nous aider, la condition qu'on lui apporte des idées. Et des petites réalisations faites d'abord au Centrafrique. Nous avons pris contact avec des ONG en Centrafrique qui interviennent dans tout ce qui est sécurité alimentaire. Il y en a beaucoup qui sont intéressés par ce projet. Ils me disent, leur gros problème, c'est de pouvoir avoir des vaccins pour la volaille. Parce qu'il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de distributeur, et souvent ils ont difficile à avoir ça. Je me dis, bon, on va essayer de mettre des choses en route, j'espère que ça va aller. Notre frère, faut pas que j'oublie le nom encore, William Prétorus. J'aimerais bien rajouter juste quelques mots, quelques phrases sur la présentation que nous venons de voir. Et juste dire à nos compatriotes qui nous regardent depuis les réseaux sociaux, c'est que voilà, CDC, notre collectif, nous sommes en train de, sur l'échelle de 100 à 1000, on est juste en train de poser le pied là où il fallait. Le but de notre collectif, c'est de débusquer, d'accompagner, d'aider, se rassembler, mettre les compétences de chaque Centrafricain dans le monde entier qui peut faire le retour en République centrafricaine. Ce collectif est possible si toute la diaspora centrafricaine, comme je disais tout à l'heure au début, qui a une petite idée. Chacun de nous veut bien, ne serait-ce qu'installer chez lui, je ne sais pas, un cybercafé, quelque chose qu'il a pu prendre de son économie en Europe, investir chez lui. Mais cela est devenu impossible aujourd'hui en Afrique. On installe quelque chose parce que c'est fait sous le régime de tel président. Ben, dès qu'il n'est plus là, son successeur balaye tout, parce qu'on a installé notre chose pendant le régime, un exemple de Touadéra. Donc si Touadéra n'est plus président, ben, ça c'est les gens de Touadéra, on casse tout. Si ça a été installé à l'époque de Bozézé, Bozézé n'est plus président, et c'est cette mentalité, on accuse tous l'Europe d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, mais je n'ai pas encore vu
des petits Français dans les rues centrafricaines en train de casser des maisons. Moi, je n'en ai pas vu. J'ai vu que des Centrafricains qui ont pris des maquettes pour en tuer d'autres. J'ai vu des anti-Balaka qui sont des Centrafricains, des Séléka qui sont des Centrafricains qui tuent. Donc, à un moment donné, il faut faire cette rétrospection de soi-même. Je laisse la parole à... J'invite le frère William Prétorus pour son intervention. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir bonsoir monsieur, bonsoir chers compatriotes, et sans oublier les compatriotes de Bangui. Je vais vous dire, à chaque fois quand je prends la parole comme ça, devant les compatriotes, tout le monde dit, ça c'est un blanc, sauf vous là. Mais bon, pour vous rassurer, je ne suis pas blanc, je suis centrafricain, je suis fils de Centrafrique, je suis né à Bangui, et je suis fier d'être centrafricain. Et partout où j'y vais, je crie toujours haut et fort pour dire que je suis centrafricain. Je ne suis pas un intello comme beaucoup de personnes, tout le monde se réfère à ça. Parce qu'à Bangui, c'est ça, c'est des intellos qui dirigent le pays, parce qu'ils ont le monopole de l'intelligence. Mais il n'y a personne, jusqu'à présent, j'ai vu qu'il n'y a personne qui détient ce qu'on appelle un monopole de l'intelligence. L'intelligence est donnée à tout le monde n'est pas né intello. Une fois que vous êtes dans une société qui vous donne la chance de l'éducation, c'est ça qui manque déjà dans notre pays, l'éducation, formation, apprentissage, si on vous donne la possibilité de faire quelque chose, vous êtes capable de le faire, autant que tous les autres. Bon, quand je parle comme ça, on dit « Ah, il parle de politique ». Non, 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 non. Tout le monde, dans sa vie, quand on vient au monde, on a une politique. La femme qui vend les cacahuètes au bord de la route, elle a une politique. Tout le monde, tout être humain, si on fait référence à ce que notre fondateur, Barthélemy Boganda, il a mis en place, il a dit Zokwezo. Si Zokwezo, ça veut dire que tout être humain, tout le monde qui vit sur cette terre-là, c'est un humain. Donc moi, j'ai appris ça à Bangui et je suis parti. Je suis parti en aventure. J'ai voyagé dans beaucoup de pays africains. J'ai fait Côte d'Ivoire, j'ai fait le Niger, Burkina Faso. J'ai voyagé. J'ai même rencontré ma femme au Niger, elle est belge. Et je suis venu ici en Belgique, je suis resté ici en Belgique. Et en Belgique, j'ai fait des connaissances, j'ai connu beaucoup de personnes. Et à partir de ça, j'ai mis la connaissance que j'ai fait ici. Donc j'ai travaillé pour Arcelor Group, parce que j'ai un diplôme d'électromécanicien. Donc j'ai travaillé, j'ai même participé à ce qu'on appelle le Big Bang. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, c'est ce qu'on appelle la CERN. L'accélérateur de particules qu'on a fait affronter deux atomes entre Suisse et la France. Donc j'ai participé à la fourniture de la CERN. Donc toutes ces connaissances-là ne veulent pas rien dire. Toutes ces connaissances-là ne veulent pas dire que les Centrafricains, c'est des imbéciles de l'autre côté. Notre chance va venir. Alors ce qu'il faut faire, il faut investir dans l'éducation. Il faut former les gens, il faut leur donner la possibilité d'apprendre. Ce n'est pas de la magie à apprendre. Moi, quand je suis arrivé ici, il y avait des techniques que je ne connaissais pas. Mais on m'a donné la possibilité d'aller apprendre. Nous, en Centrafrique, notre logiciel informatique est obsolète. Mais on ne cherche pas à changer de machine et on ne cherche pas à faire des mises à jour pour savoir comment ça fonctionne. Ne parlons pas de la politique, parce que si on parle de la politique, directement, on va dire « Ah, qui parle de la politique ?» Non. Mais beaucoup de personnes chez nous, ils utilisent la politique comme ascenseur social pour aller gagner de l'argent. Vous pouvez aller faire le tour à Bangui. Il y a des milliardaires, hein. Il y en a beaucoup. J'en ai même croisé quand je suis allé avec les investisseurs. J'ai vu des milliardaires. Allez voir ce qu'ils ont fait, ces milliardaires et ces millionnaires centrafricains. Ils n'ont pas fait grand-chose. Quand vous voyez des gens qui prennent l'initiative, des jeunes, mais ces jeunes-là, ils ne sont pas milliardaires. Ils ont tout simplement l'amour dans leur cœur. Et cet amour-là, c'est ça qui nous réunit tous ici. Moi, je suis centrafricain, je suis fier de l'être. Et l'amour de ce pays-là, moi personnellement,
Centrafrique, à part, il m'a donné beaucoup. Je suis né, j'ai à Bangui, j'ai grandi à Bangui et tout ça. Mais jusqu'à présent, les études que j'ai faites, les voyages, tous les trucs que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas là, au niveau du gouvernement qui m'a donné cette possibilité-là d'être ici devant vous et témoigner et parler. Donc, ceux qui sont redevables vers la Centrafrique négligent le principe-là de dire que, voilà, si je suis là, si je suis ministre ou je suis président, c'est pour me mettre au service de la population. Cette logique-là, c'est cette petite logique-là qu'il faut le mettre en place. C'est pas dire qu'aujourd'hui je veux m'enrichir et demain, c'est comme ça, moi je suis parti. Il faut pas fonctionner comme ça. Le monde change et le monde bouge. C'est pourquoi il faut qu'on investisse dans la jeunesse. Quand on parle ici de l'agriculture, on parle de l'élevage, on parle de la pisciculture, mais il y a encore bien d'autres choses. J'ai fait une photo que j'ai prise. Voilà ce qu'on représente la Centrafrique. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Ça c'est la carte de la Centrafrique. C'est comme ça qu'il est représenté. Et quand vous allez sur Internet, vous tapez pour renseigner possibilité d'aller en touriste, pour aller comme touriste en Centrafrique, le Quai d'Orsay vous dit que c'est un pays très dangereux. Il faut voyager seulement en cas d'urgence en Centrafrique. Donc tous les zones là, ça veut dire que, au fait, tout ça, c'est des zones qui sont plus ou moins en sécurité, plus ou moins. Donc ça veut dire que même Bangui est dedans aussi, hein. Même Bangui n'est pas en sécurité. Et tous les autres qui sont en rouge, c'est des endroits qui ne vont même pas s'aventurer. Donc ça veut dire que tous ces endroits-là, si vous connaissez bien la Centrafrique, c'est les endroits où on cultivait de l'arachide, sésame, le manioc, plusieurs cultures, la chasse. Mais vous ne pouvez pas savoir la richesse que la Centrafrique possède. Moi jeune âge, j'ai vécu en Centrafrique. Et la Centrafrique, c'est, on peut dire, Bangui la coquette. Et Bangui la coquette, c'est... On n'avait même pas envie de quitter la Centrafrique quand on vivait en Centrafrique, parce qu'on avait tout. L'école était gratuite. L'hôpital était gratuit. Quand on parle de ça, on va dire non. Moi, quand je parle de Centrafrique, je dis, mais vous savez, moi, j'ai vécu en Centrafrique. Hein, je vivais vraiment comme ici. Comme ici. On avait le jardin public, on avait tous les routes qui étaient asphaltées, goudronnées, comme on dit chez nous. Les lampadaires qui sont éclairés 24 heures sur 24 heures. Donc, si on a ces infrastructures-là, parlons un peu de l'énergie, de l'ENERCA. Donc, ça fait combien d'années que l'ENERCA est là? C'est du vol. Ça veut dire que la population de Bangui est privée d'électricité, mais ils continuent quand même à payer. Chers compatriotes, je ne veux pas commencer à vous prendre la tête et beaucoup parler parce que c'est répéter peut-être d'autres choses qu'on en a parlé. Et parler, on est fatigué pour ça. Et moi, aujourd'hui, ce que je vais faire ici, je vais faire un geste qui dit que moi, je suis digne fils de Centrafrique. Là, moi, aujourd'hui, je fais un petit don. Voilà. J'ai 50 €, je le donne pour CDC. Voilà. Je fais ceci là pour toi. Ce que je fais ici aujourd'hui, c'est dire que je suis seul. Je le fais. Je demande. Et c'est la même mentalité qu'on fonctionne avec mon Sorotibet. Et avec mon Sorotibet, vous verrez bien. Et on en parlera. Essayez de vous renseigner et on en parlera. Avec mon Sorotibet, c'est le même principe qu'on va fonctionner. La FMI, on va le laisser derrière. La France, on va le laisser derrière. On n'a pas besoin de la France. Pourquoi la France va nous mettre à genoux? Parce qu'ils nous prêtent de l'argent. Pourquoi la FMI va nous donner de l'argent avec intérêt alors que nous, les enfants de ce pays-là, on peut être les propres investisseurs et les propres financiers de notre pays? Moi, j'ai déjà parlé de ça et j'ai témoigné. On fait souvent cavalier seul. Combien de personnes ici ont envoyé des voitures ou bien envoyé des biens pour faire gérer par la famille et qu'on leur a bouffé son argent?
Combien de personnes est tombé ici parce qu'il a fait confiance pour que d'autres personnes gèrent ses affaires en Centrafrique? C'est pas seulement 50 € qu'ils ont perdu. C'est pas seulement 100 €. On a perdu beaucoup d'argent. Maintenant, on va fonctionner avec le nouveau système. Avec le système de Monsorotibé ou avec le système de CDC, on va avoir des gens compétents, on va avoir un contrôle de compte. On a besoin de mettre un projet en place. Eh bien, on va dire le projet il coûte autant. On n'a pas besoin de FMI, on n'a pas besoin de la France. Nous, Centrafricains, 1 million, voilà, maintenant je donne 50 €. Et s'il y a 1 million de Centrafricains qui donnent 50 €, essayez de calculer, faites votre temps. 50 millions. Et avec 50 millions là, vous croyez, qu'est-ce qu'on peut faire en Centrafrique avec 50 millions? Donc, je ne vais pas m'attarder pour beaucoup parler. J'ai beaucoup de choses à dire. Et j'ai beaucoup d'expérience et beaucoup de trucs à faire et à dire pour le pays. Mais je vais m'arrêter là. Et ce geste-là, je le fais symboliquement. Et je vous remercie beaucoup d'être là ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour la parole. Je ne suis pas centrafricain. Je suis de la République démocratique du Congo. Je fais partie d'un groupement diasporique qui milite pour l'instauration de la démocratie en RDC. Et j'assume le porte-parole de ce mouvement. Et j'aimerais féliciter nos amis de la CDC. Très honnêtement, je suis très fier aujourd'hui de voir ce que les Centrafricains réalisent ici en Europe. Et je ferai le même geste que mon frère, parce que nous, les Africains, nous aimons beaucoup des théories. Et à longueur de journée, c'est des théories. Ce qui nous manque, c'est le pragmatisme. Le frère vétérinaire est passé tout à l'heure. Il a un projet ambitieux et je crois qu'il faut le soutenir. Et moi, je donne ma contribution financière pour nos frères de la CDC. Venant d'un fils euro, pour vous aider à faire à réaliser vos projets. Ce n'est pas une question, c'était juste une intervention. Tout à l'heure, un frère a dit que nos problèmes sont similaires, c'est vrai. Comme nos problèmes sont similaires, je pense que les solutions sont aussi similaires. Et donc, je vous démontrer de créer une synergie de réflexion, d'action entre la diaspora centrafricaine et la diaspora congolaise, pourquoi pas, pour nous aider à trouver des solutions à nos problèmes africains. Merci beaucoup. Peut-être que si j'ai une question après, je pourrai intervenir. Merci. Merci beaucoup, oui, Cisco, je te laisse, je dirais le micro si jamais il y a des interventions. Merci beaucoup, mon frère africain du Congo. Un témoignage aussi que je peux apporter. Pas plus tard que c'était au 2013, encore sous Bouzézé, avec le traité de Libreville, le fameux traité de Libreville. J'ai amené à Bangui des Turcs. Mais si j'ai amené des Turcs à Bangui, c'est pourquoi? C'est parce que je savais que ces personnes-là, ils étaient venus pour aider mon pays. C'était des investisseurs. Donc on était venus parce qu'on a trouvé qu'à Bangui, il y a un problème. Tout le monde parle de Bangui. Mais Bangui est saturé. On est tous l'un sur l'autre à Bangui. Alors j'ai amené ces investisseurs, j'ai amené ces ingénieurs-là à Bangui. Sur 10 jours, sans vous mentir, ils ont trouvé 120 projets. Ils avaient 120 projets dans le pays. Donc c'est pour vous dire que les gens qui dirigent le pays, ils n'ont pas vu toute cette possibilité de créer ces projets-là pour essayer d'avantager notre pays. Il faut décentraliser. Donc on a amené ce qu'on appelle un projet de décentralisation au niveau de Bangui, et je ne peux pas le cacher parce qu'on a fait le tournée de tous les ministères. Hein. On a fait tous les tournées. Mais on a un problème.
au niveau de Bangui, quand vous amenez des gens comme ça, directement, ce qu'on vous demande, vous donnez combien? Pour signer un papier, à la commune qui est signé papier. Donc, quelqu'un qui est venu, qui va vous aider, il n'y a même pas encore mis sa première pierre, il n'y a même pas encore commencé à faire combien on va payer? Moi je dis non, on ne va pas fonctionner comme ça. Il fallait un préaccord. Et ce préaccord-là, il n'y avait pas de compétences pour mettre ce préaccord en place. Normalement, dans des autres pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait mettre un préaccord en disant, ben voilà, on vous donne ça, mais si vous ne réalisez pas ce que vous voulez faire, vous devez payer autant. Comme ça, le pays va essayer de garder ses investissements. On est retourné sans rien signer. En parallèle, j'avais aussi mis en place des business. Donc, je faisais des business entre Belgique et Bangui pour créer des micro-entreprises. Vous allez me dire, pourquoi créer des micro-entreprises? Mais créer des micro-entreprises, pourquoi? Parce que chez nous, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité et les moyens de créer leur propre entreprise. Donc, moi, je venais et j'ai aidé ces personnes-là pour qu'ils existent, pour trouver ce qu'on appelle une identité sociale. Et j'ai fait ça. Et malheureusement, à l'arrivée des Séléka, les camions que j'ai amenés et tous les trucs que j'ai amenés, tout a été brûlé, tout a été détruit. Mais bon, c'est pas grave, l'homme est toujours debout. Je fais partie de, peut-être que vous avez entendu parler, de Montsorotibet. C'est un fonds de donation. Et nous, on va être, comment dire, capable d'aider aussi d'autres associations et d'autres projets à Bangui. C'est quoi notre but? C'est une vision qui est révolutionnaire. Prenons par exemple le cas de la FMI. Je ne vais même pas aller plus haut que la FMI, on va prendre le cas de la Belgique. Vous savez comment la Belgique fonctionne? La Belgique fonctionne avec les contribuables. Ça veut dire que l'argent que la France ou la Belgique va pour donner à Bangui, qu'on tend la main, qu'on nous donne pour payer notre fonctionnaire, mais il y a 1 ou 2 ou bien 1 million de Belges qui ont travaillé pour contribuer cet argent-là qu'on va nous donner. Et nous, les Centrafricains, on n'est pas capables. Et c'est ce qu'on va faire avec Montsorotibet. J'ai entendu parler ici des projets. Par exemple, le projet de confrère Nicaise. On va le chiffrer. Ça se lève à combien ce projet-là? On va dire par exemple 1 million d'euros, 2 millions. On est combien de Centrafricains? Ne fût-ce que si il y a 1 million de Centrafricains donnent 10 euros, vous croyez qu'on n'est pas capable de le faire? Et bien c'est comme ça que ça va fonctionner. Et moi je fais partie de membres, de donateurs, fondateurs de Montsorotibet. Et quand j'ai entendu parler, je ne savais même pas que ça existait, CDC. Mon frère ici, le petit frère, excusez-moi, Luciano, il m'a envoyé une invitation pour écouter. Et par grande surprise, je vois le président qui est en train de parler. Désolé. J'ai suivi avec un grand intérêt les échanges et les présentations qui ont eu lieu. Je dois d'abord dire que je fais partie de la génération sacrifiée de la République centrafricaine, parce que nous autres des années 80, il faut le reconnaître, on a été sacrifiés. Avec les années blanches et les mutineries et tout ce que nous connaissons. Donc ça a été très difficile pour nous. À des moments, on pense aussi que le pays n'a rien fait pour nous, pour ceux de ma génération. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas être reconnaissant. Déjà, du fait d'avoir une patrie, ce qui est très important. Et c'est toujours une fierté hein, quand on va en Centrafrique. Le plaisir des retrouvailles, de se sentir chez soi, c'est ça. On peut vivre 10 ans, 15 ans à l'extérieur, mais à chaque fois qu'on rentre au pays, on a ce sentiment de se retrouver chez soi. C'est ça. Je voudrais réagir, premièrement, je poserai ma question plus tard, mais je tiens quand même à signifier que je ne partage pas souvent
l'avis qui prône pour le moment, que je juge réductionniste et simpliste à la fois, qui consiste à penser que le conflit en Centrafrique pour le moment, c'est Balaka et Seleka. Je penche plutôt pour une approche historique. On va remonter un peu plus le temps, mais je vais faire abstraction de Boganda jusqu'à Bokassa. Mais je prends quand même les dernières années du règne du feu président Kolimba, où il y avait eu des années blanches à répétition. À l'époque, si ce n'était pas les étudiants, c'était des enseignants. Et c'est ce qui a continué. Je suis un pur produit de la République centrafricaine. J'y ai fait toutes mes études, même les études universitaires. Aujourd'hui, on peut beau dire que l'université de Bangui ne forme pas des cadres où les gens ne sont pas compétents. Moi, j'en ris parce que je connais des gens qui sont très compétents et qui sont ressortissants de l'université de Bangui. On a eu la chance de venir faire des études ici, en Europe, et on n'a pas démérité. C'est dire qu'on a eu un soubassement intellectuel solide. Donc, on ne peut pas, pour ce qui se passe au pays aujourd'hui, cracher sur la République centrafricaine. Non, on n'a pas démérité. Dans des moments difficiles, on a pu faire avec les moyens de bord. Ça, c'est pour faire honneur à ma patrie. Maintenant, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je partage entièrement ce projet. Parce que, voilà, je me dis, on a aussi une contribution à apporter. Même si on n'a pas reçu à la hauteur de ce qu'on doit apporter, mais il faut qu'on le fasse aussi. Pas pour nous, mais pour nos enfants. C'est ce qui compte. C'est pas parce qu'on n'a pas été très bien éduqué, je vais dire très bien entretenu, je ne vais pas dire éduqué, mais très bien entretenu. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui on doit se retourner et dire que qu'est-ce que vous avez fait pour nous. Le feu écrivain centrafricain Pierre Samy McFoy faisait dire à un de ses personnages, en la personne de M. Donjou, que tout est à refaire dans ce pays de bon Dieu. Parlons de Centrafrique, bien sûr. Si tout est à refaire, moi je dis que tout est à faire. Parce que parlons des infrastructures. Mon aîné parlait du feu président Bokassa, l'empereur Bokassa. Mais c'est lui qui a tout fait dans ce pays. Après, chacun peut débattre. Hein. Mais pour moi, je n'ai pas vécu le temps Bokassa, mais je me rends très bien compte que c'est le seul qui a pu faire. Je parle des infrastructures. Hein. Après, maintenant, chacun a pu apporter hein, en fonction des possibilités qui lui ont été données en tant que dirigeant ou non. Donc, pour le projet visant l'agro-pastoral en République centrafricaine, j'ai retenu que vous allez d'abord, parce que je préfère me mettre un peu en retrait pour voir ce qui se passe. Je ne vais pas m'approprier votre projet. Donc, vous allez d'abord investir dans une préfecture. Et puis après, quand ça se passera bien, on va dupliquer tout ce qui a été produit dans une préfecture. Mais au regard de la présentation de mon aîné William, par rapport à la carte qu'il a présentée ici, on voit très bien qu'il y a des zones d'insécurité. Si vous comptez dupliquer le projet, comment ça va se faire? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un travail. Et je rebondis aussi sur la présentation, et j'emprunte plutôt les termes à mon aîné Nikes, qui parlait d'un travail en amont, en aval et en amont. Donc pour moi, c'est bien, parce que je vois très bien qu'on doit retrousser les manches. On veut aller très vite, je ne dis pas on va très vite en besoin, parce que vous avez mûri le projet, et chacun d'entre nous a aussi mûri des projets. C'est juste... j'attire votre attention sur le fait que, voilà, vous allez commencer dans une préfecture, mais la duplication va être très difficile dans les autres.
parce qu'on aura besoin des ressources, non seulement matérielles, mais humaines aussi. Ce qui est difficile. L'exemple encore, je pense que c'est mon aîné Ndonide qui parlait ici, qui a dit qu'il s'est entretenu avec un jeune anti-Balaka, qui disait qu'il l'a fait parce qu'il a tout perdu, il n'arrive pas à nourrir sa famille, tout ça. Mais c'est un discours qui ne me convainc pas, parce que nous savons comment nous avons vécu. Ce n'est pas nouveau. En Centrafrique, on a tout détruit. Lors de la deuxième mutinerie, on a cassé Mokaf et compagnie. Dans un pays où il y a environ 5 millions d'habitants et que la fonction publique, qui devrait être le premier employeur, emploie environ 22 000 personnes. Et ça, c'était avant. Parce qu'après, il faut se rendre compte, avec tout ce qui s'est passé, on va se retrouver peut-être à 18 000. Vous imaginez dans une famille de 10 personnes, où c'est une seule personne qui travaille, et vous gagnez, je vais dire, 100 000 francs CFA. C'est... Et encore, c'est ça. 150, 100 000 francs, c'est déjà beaucoup. Voilà. Ça, c'est les cadres. C'est les cadres. Et pour nourrir 10 personnes, et ça, c'est sans compter la demande émanant des affins, des collatéraux, on va faire comment? Le problème pour moi est vraiment à la base. C'est-à-dire qu'on va essayer d'abord de tabler sur la formation, parce que c'est ce qui compte énormément. Quand j'étais à l'université de Bangui, ma dernière année à l'université de Bangui, il y avait des Chinois qui étaient venus avec un projet visant l'entrepreneuriat. On devrait éduquer on devrait nous initier, par exemple, à l'élevage des porcs et consorts. Je peux vous assurer que le projet n'avait pas du tout abouti. Et personne n'est sorti, personne n'a été formé, à mon sens. Hein, parce qu'après, on voit les retombées. Quand il y a un projet, on s'attend. Ça peut être un échec, mais toujours est-il qu'on puisse en tirer des leçons. Malheureusement, j'aurais peut-être beaucoup de choses à dire, mais je ne pourrais pas monopoliser la parole. Je vous laisse le temps, peut-être que je rebondirai plus tard. Merci beaucoup. Vers l'étranger, car nous sommes épargnés, je peux le dire, parce qu'on n'a pas été victime directe de ce qui s'est passé au pays. On n'a pas été touché direct, à part les parents qu'on a dû perdre par l'intermédiaire des actions de ces dernières violences. Là, je pense que le frère a parlé j'ai retenu quelque chose que j'aimerais bien éclaircir avec le frère Bertrand, et j'espère aussi en toucher quelques personnes qui pensent pareil. Dupliquer le projet, tous les projets, soit celui du CDC et le projet encore celui de notre vétérinaire ici, frère Niquez présent, ou encore ce que Monsorti bien mettra en place au plus tard, n'est que possible dans un environnement sain. Moi, je suis un sportif de formation. J'ai fait du sport à haut niveau. Et un esprit sain ne peut être que dans un corps sain. Donc, on ne peut pas aujourd'hui imaginer d'aller investir des millions d'euros en République centrafricaine du moment où les Balaka, les Séléka sont encore armés. Ça, c'est donner du beurre au porc, au champ, comme on dit, si vous me permettez le terme. L'idée aujourd'hui, c'est d'abord préparer cette jeunesse. La jeunesse centrafricaine aujourd'hui, malheureusement, n'est pas préparée à son propre avenir. Ils sont là à attendre qu'on les amène des body shorts, des chaussures, des casquettes, des trucs qui viennent de l'Europe. On ne les a jamais appris comment ils peuvent avoir mieux que ce qui existe en Europe. Et du coup, on a une jeunesse de consommateurs, prêts à détruire parce qu'ils ne savent pas que ce mur, les choses qui ont été construites par peu importe l'homme politique, est fait pour lui. Si on fait la moyenne d'âge de nos hommes politiques, même si on ne fait rien, mais la nature va les prendre, ce qui est normal, tout le monde est appelé à quitter la terre. Là. Donc les jeunes aujourd'hui qui ont 25 ans, un chef d'État qui a entre 70 et 60 ans, à 90 ans, je pense qu'il sera passé d'État. Et encore, si l'expérience vitale en Centrafrique ou en Afrique, on sait très bien comment c'est le chiffre. Elle est dans les 40 quelques d'années de vie.
dessous de 50 ans. Donc, moi, je t'invite, je ne te demande pas, je ne t'impose pas, mais je t'invite à être optimiste. C'est pour cela que les actions de CDC, pour l'instant, c'est plutôt orienté dans la sensibilisation, la conscientisation. C'est pour cela que nous avons choisi un projet d'action, Agir au kilomètre 5. Et ça ne veut pas obliger qu'on va s'arrêter à kilomètre 5. Ces derniers temps, ça a un peu chamboulé à Pawa. On a entendu encore ces derniers temps vers Rafale. Avec des mots, on peut faire beaucoup de choses, parce qu'avec des mots, nos politiques ont divisé ce pays. Ah, c'est un tel, il est fils d'eux. Ils n'ont pas fait quelque chose, ils ont juste dit le pays est détruit. Donc il est temps aujourd'hui pour moi, l'action que nous allons mener avec ce collectif, nous avons prévu d'organiser une grande conférence en République centrafricaine en compagnie des groupes armés dans le 3e arrondissement et les arrondissements qui est autour, avec un groupe qui lutte pour la paix au 3e arrondissement, le CLP3, qui est le comité local pour la paix dans le 3e arrondissement, avec les anti-Balaka de Bouéra, les anciens, les chefs de groupe, on les appelle encore comme autodéfense. Si on a pu faire ça en kilomètre 5 et ramener ne serait-ce qu'un climat de sécurité de 2 jours au kilomètre 5, c'est qu'on peut le faire à Rafale, on peut le faire à Pawa, on peut le faire à Paiki, on peut le faire partout. La jeunesse aujourd'hui manque de sensibilisation. Ceux qui vont vers eux, soit c'est des hommes politiques qui veulent d'eux quelque chose, soit c'est des ONG qui viennent les tromper avec des beaux cadeaux, des petits médicaments et qui partent avec nos diamants et or. Mais ce n'est pas leur frère qui vient vraiment leur dire voilà ce qu'on peut faire et qui met la main dans les cambouis avec eux. Mais je pense que s'ils sont préparés, ce qu'on fait, on est désintéressé, ce n'est pas pour abuser d'un tel, un tel. Je pense que cette jeunesse va reprendre le pouvoir qui lui appartient. Donc, moi, je vous invite à être confiant, optimiste, et qu'ensemble, nous allons réussir. Le micro pour le frère Kez. Merci. En Centrafrique, les enfants des années 80, on les a vite manipulés en ce sens. Ils avaient eu comme principe un mot qui continue, enfin une phrase qui continue à faire du mal à ce pays encore. Mbana na mbana, Aboubawe et Boubatangani. Ça c'est vrai. Et cette théorie, mes chers frères et sœurs, cette théorie, tant que nous ne réussissons pas à enlever ça de la tête de nos jeunes, ce pays aura dur à décoller. Je ne suis pas pessimiste, j'ai espoir. C'est pourquoi tantôt je parlais beaucoup de la formation. Je garde encore un mauvais souvenir. En Centrafrique, il y avait des hommes politiques qui ont battu campagne et qui ont demandé, enfin qui ont dit à la population, votez pour moi, je vais amener de la machine qui fabrique de l'argent en Centrafrique. Et les gens ont cru. Ça, c'est vrai. Pourquoi ces gens ont cru? Ils croyaient à la magie que pouvaient opérer ces hommes politiques. Mais ils en sont arrivés à la réalité, c'était tout à fait faux. Et je me dis, avec recul, est-ce que parce que ces personnes n'étaient pas suffisamment instruites? Est-ce que parce que là, ils n'ont pas appelé là? Est-ce que parce que là, ils n'en doivent payer? Est-ce que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas réfléchir profondément? Notre combat va commencer à partir de ce niveau-là. Lorsque nous allons réussir à dire à notre jeunesse, ne cassez pas nos usines, ne cassez pas les infrastructures, ne cassez pas les maisons, et qu'ils arrivent à comprendre ça, vous pouvez me croire, même dans 100 ans, notre pays va décoller à ce moment-là. Lorsque les infrastructures, pour un rien, grâce à Dako, pour un rien, grâce à Kolimba, pour un rien, grâce à Bouzizé, pour un rien, grâce... Tant que ça reste dans la tête des gens, vous pouvez me croire, ça sera très difficile. Et cette instruction doit commencer au sein des familles. Nous savons que dans nos pays, en Centrafrique, bon, à deux aussi,
rivalité. Et souvent, les personnes en première ligne de l'éducation de nos enfants restent nos mamans, qui, dans la plupart des cas, ne sont pas allés loin dans les études. Mais lorsqu'on met en place ce programme de formation, d'éducation des jeunes filles qui seront des futures mères en Centrafrique, qui savent lire et écrire, qui savent leur dire à leurs enfants, attention, ce que ce monsieur est en train de vous dire n'est pas vrai. Il ne va jamais amener de la machine pour fabriquer de l'argent en Centrafrique. Quand tout le monde comprend ce principe-là, vous pouvez me croire que ça va décoller. Donc un travail de formation est primordial. Et je rejoins Bertrand en ce sens, mais je donne seulement le conseil, de par mon expérience de petit vieillard, que dans la vie, par moments, on peut être pessimiste et avoir l'esprit de critique. Mais l'esprit qui peut faire avancer les choses, c'est l'esprit critique. Quand on critique, on apporte des solutions. Et c'est ce que nous faisons ici avec la CDC. Nous critiquons sans dire les choses en tant que telles, mais à notre manière, nous proposons des solutions. Voici les idées que nous disposons. Pour l'instant, les moyens nous manquent. Mais pour pouvoir parvenir à ces projets, voilà, nous sommes disponibles. Et ce qui est étonnant pour l'instant, on me dit qu'il y a des gens qui nous suivent un peu partout dans le monde, à Bangui et autres, mais il n'y a pas de question. On me dit que M. Mwandika nous suit en ce moment, mais lui il parle beaucoup. Pourquoi pour l'instant il ne parle pas? Je suis prêt qu'il me pose une question et que je puisse lui apporter une réponse. Et d'autres personnes également. Parce que ça, c'est... Non mais, ce monsieur a beaucoup fait en Centrafrique. Il a beaucoup fait des réalisations. Moi, je le connais quand il était prof au lycée Boganda. Il enseignait la physique en première. J'étais en seconde à ce moment-là. Je le connais, on l'appelait Maître Mwandika. Mais il est parti de rien. Mais il a réalisé des choses. Aujourd'hui, ce gars, on peut aller constituer un bloc avec lui. Et je pense que s'il nous suit, j'aimerais bien qu'il me pose des questions et qu'il se mette ensemble avec nous pour pouvoir monter ces projets-là. J'ai espoir en lui, je crois en lui et je veux qu'il nous appelle. Et s'il y a d'autres personnes en ce moment, eh bien, qui nous posent des questions sur les projets que nous venons de présenter. En tout, nos jeunes filles doivent aller à l'école. On doit les former parce que ce sont les futures mères qui vont encadrer l'avenir de ce pays. Et si ça c'est clair dans la tête de tout le monde, je pense que notre pays va décoller. Merci. 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 Je remets le schéma du CDC est celui de d'abord informer. D'abord. C'est pour cela que vous avez vu le titre de ce forum. C'est information et sensibilisation. Nous devons informer les gens. Vous avez vu tout à l'heure le grand frère qui a parlé tout à l'heure, ne savait pas l'existence du CDC. Il y a peut-être un Centrafricain au bout du monde qui est milliardaire quelque part là-bas, mais on sait jamais, personne ne l'a jamais parlé, même de la Centrafrique. Personne ne lui a montré que Centrafrique c'est un beau pays. Personne n'a expliqué qu'il y a tel ou tel Centrafrique. Et lui, ben, il donne tous ses milliards au Vietnam. Il donne tous ses milliards quelque part. Les parents l'ont adapté, il est parti depuis qu'il a 4 ans, mais on l'a montré Centrafrique que guerre, que Sakawa, que Séléka, que ceci, ben, il ne peut pas investir. Et à travers ce qu'on fait, l'image qu'on va donner de Centrafrique déjà, par la sensibilisation, l'information, conscientisation, il faut d'abord on essaie de conscientiser les Centrafricains que c'est pas moi, c'est pas le frère William, c'est pas le docteur Niquet qui va faire et on attend. C'est là que je vais répondre à mon frère Bertrand tout à l'heure, qui est un peu en retrait, alors que pas sur l'ensemble, hein. Juste une petite partie, tu dis tout à l'heure que tu attends de nous voir sur l'action et venir. Alors que nous, on a besoin de toi pour aller à l'action. C'est la pièce qui va manquer à la réussite sur la première. Mais tu nous laisses aller seul. Et si c'est un échec, tu nous diras quoi? Alors que si tu venais avec nous, si c'est une victoire, on le saura ensemble. Si c'est un échec, on remontera ensemble la pente. Donc nous, on a besoin de tout le monde maintenant. Pas pour, on ne veut pas faire un essai. On veut y aller avec une conviction de réussite. Parce qu'on sait qu'on va réussir. Parce que ce qu'on fait est pur et propre. Il n'y a pas de... C'est pas malsain. C'est un droit. Le strict minimum vital que le Centrafricain a besoin, il faut leur redonner ça.
La jeunesse, s'il est éduqué, il est formé, il est blessé, il va au dispensaire à côté, un pansement, il a faim, il ouvre le truc, il a son pain là-bas, le truc qu'il mange. Mais qu'est-ce qu'il va prendre les armes? Pourquoi les gens se sont armés devenus Sénéca? Parce que même le peuple, on lui donne même plus le droit de vendre ses œufs. Même le petit commerçant qui met les causes au bord de la route, on lui interdit ça. Alors il a quoi comme choix? Je prends les armes, je monte au capital, peut-être que j'ai la chance d'être ministre ou avoir l'argent des ministres là-bas. Mais si nous leur donnons la possibilité d'avoir le strict minimum chez eux, la possibilité que leurs enfants puissent aussi aller à l'école, se soigner quand ils tombent malades, apprendre des métiers. Quoi d'autre? Je pense que l'Afrique, la Centrafrique, typiquement, on a tous nos chefs d'État, voire le président actuel, je ne sais pas trop, mais tous sont nés en province. Nous sommes les enfants de Bangui, comme on dit là. Nous sommes la génération, celui-là, hôpital, né à hôpital Amitié, hôpital communautaire, hôpital général, clinique Garo, et tous ces hôpitaux à Bangui. Nous, on est nés ici, mais eux, ils sont nés où? À Mbaïki, à Mobaï, ils sont nés là-bas. Ils sont chefs de l'État. Mais pourquoi leur projet ne porte pas là où ils sont nés? C'est là-bas que leurs parents ont commencé à les élever avec les Bangaba, les Babolo et autres. Ils sont devenus chefs de l'État. Et que maintenant, Bangui est Centrafrique, c'est 12 km². C'est-à-dire de PK0 à PK12, c'est la plus grande distance. Après PK9, vers Ouango, où on longe le fleuve Lubangui, notre balai là. On descend ici et c'est tout. Le pays, c'est là. Si on sort, ben on a l'aéroport, hop, on part. Si on sort, aller à Damara, c'est un voyage. Quand tu vas à Damara, c'est un voyage. Quand tu vas à Samba, c'est un voyage. Les gens voyagent. Donc le pays, ça s'arrête là. Et on ne peut pas laisser ça qu'aux politiciens. Les politiciens ont une part. Et on sait tous, ceux qui ont fait des grandes études, vous savez tous que la bonne définition de la politique, c'est des gens, c'est comme les architectes, ils dessinent une maison, ils croient que ça peut se construire sur la mer, sur l'océan. S'il n'y a pas les économistes de bâtiments pour corriger les erreurs et montrer les vrais coûts, mais les architectes, ils peuvent nous construire des étages et on va croiser Dieu dans les ciels. Donc les politiciens, ils sont là avec des politiques parfois démagogiques ou encore des politiques bizarres, mais il faut le peuple pour cadrer ça. Mais sauf que le peuple, lui aussi, veut être politique. Tout est politisé. On n'ose pas faire un débat pur aujourd'hui. On n'ose pas, on fait un débat, on ne peut pas parler. Aujourd'hui, vous allez voir, le grand frère a parlé ici de l'intervention ou la question qu'on attend tous de notre ministre conseiller Mwadika. Mais vous allez voir, le fait de prononcer le nom Mwadika ici, d'autres centrafricains vont faire de ce nom un débat politique. Que CDC a fait une réunion en train de parler de politique, ils ont fait Mwadika, c'est ça. Parce que d'autres centrafricains laissent la possibilité à la médiocrité de prendre le pouvoir et de diriger des gens qui se disent la majorité silencieuse et qui se contentent de leur petit luxe, dans leur petit villa, leur petit voyage d'affaires. On s'arrête que là, on se limite à nous. On est bien, nous, ça ne nous touche pas. Moi, je suis franco-centrafricain, je suis tranquille, ça ne me touche pas. Alors, il est temps qu'ensemble, on va le faire. Je ne vais pas retenir votre temps parce que si moi, je commence, j'ai un débit de parole je ne m'arrêterai pas. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter. Je vais, ensemble avec le frère Luciano, on a dit comment on va faire de CDC ce collectif qu'on attend de la diaspora. Comment on va faire que le CDC approche? Comment on va faire que le CDC va trouver tous les Centrafricains qui veulent vivre en Centrafrique? Et comment on va installer CDC dans la tête des gens que c'est vraiment ce qu'il faut s'aligner derrière pour réussir? Alors pour préparer la jeunesse centrafricaine déjà, à être prêt à accepter CDC, à être prêt à rentrer dans CDC, on a décidé de mettre un projet que de mon côté j'avais avancé un peu, vu mon côté sportif et également un fauve Luciano. J'ai ramené un projet à Bangui, celui de l'IEPS. L'idée c'est de faire un micro l'INSEP. Je ne sais pas si vous connaissez l'INSEP à Paris, qui est en France. C'est l'Institut d'expertise de la performance sportive, l'IEPS. L'idée c'est de ramener ce que j'ai pu vivre en tant qu'athlète, mes compétences, et ce que je peux aussi avoir de la diaspora sportive ici, des formations,
la possibilité de savoir ce qui se passe à l'étranger. Parce qu'on prépare nos athlètes, ils n'ont même pas leur propre record. Le jeune, il court, il fait du 100 mètres, mais il ne sait pas le record que lui-même il fait. Il ne sait pas le temps que lui doit battre, mais il va au championnat d'Afrique, alors qu'il a au moins 20 secondes d'écart entre lui et le dernier. Pas entre lui et le champion, mais entre lui et le dernier. Mais ils s'entraînent tous les jours. Alors l'idée, c'est de leur dire exactement ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Donc j'ai ramené ce projet sur papier. J'ai essayé de chercher des sponsors plutôt au niveau local. Et à mon retour, quand j'ai croisé le chemin de frère Luciano, on a échangé beaucoup. Et j'ai rentré ce projet parce que je me dis, je ne peux plus faire ce projet seul, vu que maintenant j'ai la responsabilité de piloter CDC en tant que président pendant un certain temps. Alors j'intègre ce projet dans CDC. Et c'est là que mon frère Luciano m'a rejoint. On va faire ce projet du sport citoyen, c'est-à-dire faire des sportifs les vrais flambeaux de ce pays. Mais malheureusement, ça n'existe que de nom. Ça n'existe pas réellement. Je vais laisser le frère Luciano rentrer encore dans les détails de ce projet sportif citoyen. La partie parrainage, prendre un sportif de la diaspora ici, qui va essayer d'être parrain d'un enfant sportif, un jeune qui a du talent en République centrafricaine, de le parrainer, de le suivre, de l'équiper, de lui donner la possibilité de vivre pleinement sa discipline, parce que moi, ma discipline, le taekwondo, je vous dis, je suis devant vous aujourd'hui grâce à ça. Taekwondo a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce que c'est toute une école de vie. C'est pas que donner des coups de pied aux gens, mais ça m'a appris à découvrir le monde, car à travers cette discipline, j'ai fait le tour du monde. J'ai vu d'autres choses. Aujourd'hui, je suis éducateur sportif. Même quand j'enseigne les enfants ici en Europe, en France, je vais dans le périscolaire, j'ai un club de taekwondo, 2 grands clubs que j'enseigne dedans. Je vois tout ça, je dis, mais pourquoi pas, une fois par an, j'arrive à Bangui, je rassemble tous les maîtres et que je leur donne ce que je sais faire, je leur amène des équipements, des trucs, pourquoi pas. Donc je laisse le frère Luciano qui va rentrer un peu plus dans les détails de la partie parrainage sportif. Merci de votre attention. Dire à tout le monde ici que lors de ces événements qui s'est déroulés au pays, il y a un fait que tout le monde a observé, c'est que chaque fois qu'il y avait cette guerre-là, avec exemple des matchs de football, tout le monde laissait les armes, tout le monde allait au stade. Et jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas. Pourquoi? Parce que je dis toujours que de mon côté, j'ai dit le football, c'est la chose légère la plus importante au monde. Et je me rends compte que dans le pays, depuis 2013, je crois, on a joué la majorité de nos matchs au pays aussi. On a failli se qualifier 2 fois pour la Coupe d'Afrique. On n'a jamais été dans cette situation avant. Pourquoi que nos amis congolais ici, on en a rigolé. On a battu le Congo 2-0 chez nous et ils nous ont battu 4-1 chez eux. C'était la raison pour laquelle on n'était pas à la CAN. Mais lors de ces événements, c'est pour vous dire la place que le sport occupe dans ce pays. Si j'ai un témoignage à faire, c'est que, comme mon frère l'a dit ici, si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce au sport. Mais on ne peut pas réussir au Centrafrique dans le sport si tu n'es pas un sportif citoyen. C'est-à-dire qu'il y a trop de sacrifices. Le sacrifice qui est demandé est incroyable. Il y a un miracle qui se produit. Il y a 2 jours, j'ai eu au téléphone un de nos sportifs, celui qui a été le plus haut, un de ceux qui a été le plus haut. On l'aperçoit de la Bodrama, qui était président de la FIBA, Fédération internationale de basketball. Il a encore des records au niveau de l'Espagne au basket, comme un des meilleurs défenseurs qui a existé. C'est un des premiers Africains à jouer en NBA. Simplement, il me demandait comment ça va, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens. Et il me lance, il dit voilà, j'ai des projets, écoute, donne-moi ton adresse mail, je t'envoie ces projets, tu vas voir. Parce que j'ai quand même mis quelque chose en Espagne. C'est le premier à mettre un projet en Espagne pour développer les sportifs sur la fonction cognitive. Donc, tout le monde entraîne beaucoup dans la musculature, sur beaucoup de choses, les phases d'entraînement. Lui, il a mis un projet en place pour développer les athlètes au niveau de l'intelligence. Et c'est un Centrafricain. Et il le fait en Espagne. Pour le moment, le siège est à Madrid. Donc il me contacte et il me parle du projet.
Il me dit, écoute, je t'invite à Madrid, tu viens, tu dois être dans ce projet parce que tu dois voir, on a aussi une plateforme pour les sportifs, les footballeurs aussi. Comme je suis du domaine, je dis, comment ça se passe pour les footballeurs? Il dit, mais écoute, j'ai appris que tu essaies de faire des choses en Belgique, je sais que c'est pas aussi facile. Mais écoute, au niveau de l'Espagne, c'est un pays du football qui peut te donner beaucoup d'orientation parce que tout dépend des relations. Ici, dans la salle, j'ai quelques frères congolais ici, j'ai quelques autres frères ici, où on fréquente souvent les milieux du football, qui n'est pas un milieu facile. C'est un milieu qui est très difficile pour aussi les Africains. Ça veut dire qu'il y a très peu d'élus. On est à la merci des décisions de n'importe qui. Tout dépend de leur humeur. Ce n'est pas tout le monde qui a la même chance. Mais on vit ça ici. Mais on sait qu'il y a des gamins qui sautent dans des bateaux, des gamins qui font tout là-bas pour venir ici pour ça. Mais quand on voit le nombre d'échecs, l'échec est trop. Sur 100 gamins qui viennent en Europe pour jouer le football, c'est difficile de voir 10 réussir. Mais vraiment la réussite qui veut les mettre à l'aise parce que c'est pas facile. Il y a eu le grand frère William qui était venu avant nous. Nous, on a eu la génération qui est venue après. Je ne suis pas gêné de le dire. On était une génération que c'était rare de trouver quelqu'un qui gagnait 1000 €. Donc, les gens nous voient à la télé. Bon, on ne gagne pas 1000 €. C'est une vérité que les gens ne savent pas. Tu te battais, tu faisais tout. Je me rappelle, tu peux t'entraîner à 2 h, tu finis l'entraînement à... Tu commences à 14 h, tu finis l'entraînement à 16 h. À 18 h, tu es dans un quart pour aller jouer à 19 h. Et c'était ça. C'était ça, il faut passer par là. Avec les conditions, tout ce qui s'est... Après, ça a changé. En Belgique, ça a changé petit à petit. Et nous, au niveau de la République centrafricaine, on a... Pour mon exemple, quand je suis arrivé ici, voilà, tu te retrouves de la rue dans des régions comme Charleroi, qui est une des villes les plus criminelles. Tu te retrouves de la rue à un mois en première division, parce que, facteur chance, tu sais qu'il y a une chance. Cette chance dépend de quelqu'un. Et cette chance vient du fait que tu as échangé peut-être un journal de football avec quelqu'un, et il dit, ah, tu fais du football, on cherche. Ah, voilà. Et tu as des gamins qui attendent de toi de venir ici jouer. On a voulu mettre des projets en place. Je donne un exemple. Les meilleurs joueurs de notre pays, pour l'instant, ont été formés avec des équipements qui viennent de la cave du Sporting Club de Charleroi. Quand j'étais à Charleroi, le monsieur, le directeur, je parlais avec lui un jour, il m'a descendu à la cave. Il m'a dit, eh bien, tout ça c'est à toi. Débrouille-toi d'amener chez toi. Mais il faut vider tout ça. Et bien, ces équipements servaient à former des forces qui étaient vraiment tout ça. Il fallait les amener, ça coûtait plus cher. Pour vous dire à quel point la diaspora peut être une chance aussi. Mais il faut savoir exploiter cette chance et voir cette chance. Mais le problème, quand tu as amené ça au pays, à l'aéroport, tu dois les payer, tu dois dédouaner. Il n'y a pas quelqu'un qui vient t'aider à les sortir gratuitement. Toi qui as pris ça ici, tu dois les payer, dédouaner là-bas. Tu reçois des injures, des insultes. Ça me fait mal, pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de gens nous écoutent. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont amené dans le sport? Ils n'ont presque rien amené dans le sport parce qu'ils viennent se servir. Et de ces jeunes qu'on a essayé de former, je peux vous garantir, j'en suis fier aussi, quand on a gagné la première coupe, la coupe CEMAC quand on a gagné, 95 comme les Belgistes, 95% de ces gamins étaient des gamins qu'on avait regroupés à l'âge de 12 ans. Je crois 8 ans, 10 ans après, ces gamins ont gagné la première coupe d'Afrique des nations, des locaux qui se jouaient chez nous. Mais pendant toute cette période-là, plus de 8 ans, pas un contact avec la fédération, pas quelqu'un qui est venu s'approcher de toi en disant « Qu'est-ce qu'ils font ici ces enfants ?» Et j'annonce qu'il fallait louer le stade. Le stade était en location. Il faut payer le stade. Ce n'est pas le ministère qui paye. Voilà pourquoi l'idée de sportif citoyen a mûri dans nos têtes. Tu ne pouvais que le faire parce que tu voulais, tu l'aimais, mais tu prenais des coups parce que pour tout le monde, tu es financé par l'Europe. Je ne sais pas quel Européen peut financer un projet comme ça sans y mettre pied. Et c'est là où on a eu qui est là en train de jouer maintenant. Et vous pouvez voir
ceux qui sont souvent appelés, c'est ceux qui ont eu cette formation, c'est-à-dire ils ont été formés jeunes, ils savent rester plus longtemps dans le sport. Et souvent, vous voyez, ils sortent toujours la tête. Maintenant, Foxy en Turquie, les jeunes comme Hilaire Moumi, ils sont venus en Belgique, ils ont pris le club de D2, ils ont monté en D1. Ces petits ont évolué, certains petits ont évolué, mais il n'y a pas eu de suivi. Personne ne les a accompagnés. Ce que je voulais simplement rebondir dessus, c'est le projet de sportif citoyen. Que ce soit au niveau du basket, que ce soit au niveau de tous les sports, que ce soit au niveau de la boxe, tout. Si le sportif en question n'a pas cet amour de la patrie, il n'avance pas. Là, bientôt, on va faire un break. Après, on va rebondir pour vous expliquer quelque chose de bien qui s'est passé. Au fait, il y a eu des enfants qui font exemple du football ici en Belgique, dont certains parents sont ici. Il y a beaucoup de la communauté congolaise aussi, angolaise aussi, tout. Qui ont quand même décidé de parrainer des enfants en Centrafrique, c'est-à-dire qui donneront une paire de chaussures, des maillots, et chaque fois c'est à nous maintenant de véhiculer pour donner à un gamin. Donc ce projet, c'est de préparer. Donc, simplement, c'est pour vous dire que le rôle de cette diaspora panafricaine, comme le frère avait dit tantôt, moi je suis touché que ces gamins, simplement par Facebook, ils voient ce qu'on publie. J'ai parlé à 1, 2, 3, les gamins ils ont dit, il y a 2 jeunes du Congo, il y a 2 jeunes centrafricains et quelques-uns qui disent, mais non, nous qu'est-ce qu'on va faire? On va t'amener, j'ai déjà reçu quelques affaires à la maison, on va donner nos chaussures, on va donner nos affaires, mais on peut aider que 1 ou 2 gamins. Donc ils ont lancé quelque chose qui a félicité, donc ça veut dire que c'est à nous maintenant de satisfaire quelques gamins, mais c'est symbolique ce geste, parce que c'est des enfants qui le donnent. C'est des enfants qui le donnent à d'autres gamins qui ne connaissent pas. Ils ne savent même pas qui va l'avoir. Ils ne savent même pas la pointure de celui qui va avoir. Mais ils donnent. Et aujourd'hui, même certains ne pouvaient pas être là. Ils m'ont remis leur paire de chaussures. Et je vous dis, c'est des paires de chaussures neuves, qui coûtent beaucoup. Qui coûtent plus que le salaire du papa de l'autre petit qui reçoit là. Parce que c'est des chaussures presque à 200 €. Vous imaginez ce don. Je tiens à les féliciter, à les remercier. Donc tantôt, on va un peu aller dans les détails pour vous expliquer ce qu'on va ajouter un petit détail à ce que le petit frère Luciano vient de dire. Il a tout à fait raison. Même moi, quand je suis arrivé ici en Belgique, mais maintenant, le travail que j'ai contracté et que je travaille jusqu'à présent, c'est grâce au football. Et comme il dit, nous, à l'époque que moi je suis arrivé ici, on ne gagnait pas beaucoup dans le football. Donc ce qu'on trouvait, c'est qu'on te trouvait du travail et tu jouais au football. Donc tu travaillais pour cela et c'est avec le football. Et lui, il connaît aussi bien, c'est aussi un sportif de haut niveau, c'est Fernand Moudi. Et moi, quand je faisais les déplacements et les logistiques que j'amenais à Bangui, et Fernand, il me confiait aussi des équipements que j'amenais à Tempête Mokaf, j'amenais pour les footballeurs à Bangui. Donc ce que les enfants là sont en train de faire, d'aider les enfants à Bangui, je trouve que c'est des initiatives qu'il faut quand même encourager. Parce que c'est pas facile pour un enfant dans le milieu sportif à Bangui de s'acheter une paire de chaussures ou bien s'acheter des équipements qui coûtent vraiment cher. Donc, et en plus, Luciano peut vous expliquer, c'est qu'il a eu aussi des déboires en Centrafrique, qu'il avait fait des demandes pour fournir des équipements à l'équipe nationale et au niveau de l'équipe nationale, je ne dirais pas de nom, hein, mais au niveau de l'équipe nationale, la personne qui dirigeait l'équipe nationale à ce moment-là demandait à Luciano combien tu payes pour que je donne, combien tu nous payes pour qu'on donne l'équipement à l'équipe centrafricaine pour jouer avec. Donc vous voyez, il y a des choses qu'il faut changer. Et c'est pas facile comme on a parlé ici pour les sportifs. Un sportif, c'est comme Frangin, comme le président a dit,
il s'entraîne à Bangui, mais il ne sait même pas ce qu'il doit manger. Il s'entraîne, il ne sait même pas pour quel effort il doit faire. Alors qu'ici, les sportifs de haut niveau, c'est des gens qui sont pesés régulièrement. Il ne doit pas dépasser certains points, il doit manger diététiquement. Donc tout ça, je pense bien que c'est des initiatives qu'il faut mettre en place en Centrafrique et on peut le faire par rapport à des parrainages comme ça. Merci beaucoup. Merci mon grand. J'ai vu que ces enfants. L'Europe nous a appris que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Et du coup, on a ce sentiment d'infériorité, de se sentir toujours petit. Parce qu'on demande. Il est temps maintenant de ne plus être des mondes-gens pour l'Europe. Il est temps d'aller construire chez nous. Et je ne suis pas raciste, ni dire que j'aime pas l'Europe. Pour l'instant, l'Europe me nourrit. L'Europe me donne à manger, me donne à boire. Je ne suis pas en train de cracher sur l'Europe. Mais mon pays a besoin de moi aussi. Et avec le peu qu'on peut faire aujourd'hui, je reviens sur ton intervention, mon frère. C'est que notre but ici aujourd'hui, à Liège, c'est pour ça. C'est pour débusquer ce réseau du panafricanisme, trouver une solution commune pour l'Afrique. Et on a vu ici CDC, collectif de la diaspora centrafricaine, est aussi membre donateur dans Monsoroti Bay. Donc, quand on a vu le frère Anissé Kouli qui a annoncé le projet Monsoroti Bay, on s'est senti dedans parce que cette solidarité qui manque aux Centrafricains de s'entraider. Donc, je pense qu'elle est en marche maintenant. Merci. S'il y a d'autres questions, on reprend. Merci. Mais moi, ce n'est pas une question. En fait, c'est juste pour le frère qui venait de parler. Si vous avez remarqué, moi, je suis panafricain à fond. Hein. Donc, si vous voyez bien, là, j'ai un carte d'Afrique. Et le panafricanisme, ce n'est pas une maladie. Hein. C'est une fierté qu'on doit récupérer. On doit récupérer cette fierté-là. Donc, parler en tant que panafricain, essayez de le dire avec fierté. C'est pas, il faut se cacher pour le dire. Et ce qu'on nous a pris, ce qu'on nous a privé, notre dignité, il faut tout simplement le récupérer. Et c'est dans toutes les lignes, hein, que ce soit en Centrafrique. Et il faut vous dire aussi, le panafricanisme doit être encore plus prononcé en Centrafrique. Parce que vous savez, quand quelqu'un est malade et que son cœur ne fonctionne pas, il ne va pas bien. Si votre cœur ne fonctionne pas, vous n'allez pas bien aller non plus. Donc, le panafricanisme, dites-vous qu'en Centrafrique, on doit être à 200%. Merci beaucoup. Merci. Sisto, fais circuler le micro s'il te plaît, ou certains déplacements, ne serait-ce qu'aller diagnostiquer le terrain par nous-mêmes, pour ne pas que quelqu'un nous dise oui, il y a 50 enfants alors qu'il n'y en a que 2, ou nous dire que oui, j'ai 3, 4 choses alors qu'il n'en a pas, parce que c'est souvent le résultat au pays, comme ça. Quand on appelle pour demander des infos, on nous remonte que des choses qui ne vont pas. On aimerait bien avoir l'autonomie de fonctionner hors ce que nous demandons comme subvention ou ce que le public peut nous donner. Donc je vous invite sans tarder à faire un petit tour au coin shop. Il y a des mugs qui sont des petites tasses en souvenir de CDC. Ça va vous rappeler un peu les enfants qui souffrent au pays. Il y a des t-shirts, des différents sports, des t-shirts en coton, il y a des sacs. Si vous voulez nous aider, le fait d'acheter un de ces t-shirts ou mettre quelque chose dont on a prévu des enveloppes qui est que vous et le contenu de l'enveloppe qui le sait et vous déposez dans le truc et vous prenez peut-être un bug. Ça va nous permettre de fonctionner, de continuer à multiplier ce genre de conférences un peu partout en Europe, en Allemagne le prochain et un peu partout en France pour qu'on agrandisse la capacité de CDC. Donc, ne sortez pas directement de la salle. Avant de sortir, Lucien nous va terminer d'abord, mais faites un petit tour au coin shop et choisissez ce qui vous correspond.
Et si jamais les choses que vous cherchez là-bas n'y est pas, si c'est des costumes, on va mettre un tailleur CDC, il va faire des costumes pour vous. Ou encore des chaussures en croco. On va trouver. De mon côté, comme ambassadeur en Belgique, je tiens à remercier tous les amis, les connaissances qui ont tenu à être présents. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont fait le déplacement. Ce n'est qu'un début, chaque année, on doit le faire au moins une fois et on va débattre d'autres sujets. Je demande aussi à ceux qui nous écoutent partout de bien noter les différents projets ici qui ont été présentés, de bien écouter les conseils des grands frères qui sont venus avant nous, de bien prendre aussi les apports, les critiques pour faire avancer tout le monde. Je tiens aussi à donner la parole à un doyen, quelqu'un de la diaspora camerounaise qui fait beaucoup pour le sport parce que ça a été aussi un ancien grand sportif et arbitre en Belgique, M. Depadou qui est là. Je crois que c'est quelqu'un qui est très important pour notre communauté africaine ici. S'il n'a pas un mot ou une... En forêt comme celui-ci, ce sont des choses qui ont toujours rêvé. Ça peut être pas dessiné que sur en Belgique, un liège en particulier. Et moi, je ne me considère pas comme Camerounais, je me considère comme Afro-Européen. Et les enfants avec. Je vais pas être long, juste une chose, c'est que notre continent, je prends la partie subsaharienne, a un problème, ce n'est pas conjoncturel, mais un problème structurel. Et ça veut dire qu'à tous les niveaux, comme j'ai entendu les interventions, il va falloir qu'on se structure, chacun à son niveau, pour qu'on fasse quelque chose de l'Afrique, parce qu'on ne mérite pas ça. Les Africains ne méritent pas ça. Je vois ici, depuis que je suis en Belgique, je vois comment est-ce qu'on traite. Et quand on va au pays, nous-mêmes, on n'est pas très bien accueillis. On dit que la diaspora nous apporte quoi? Ça veut dire qu'on encaisse tous les coups du monde. Et descendons en Afrique souvent avec beaucoup d'humilité et leur dire la vérité, ce qui se passe exactement à l'Occident dont nous envions tant. L'Afrique, c'est un grand berceau du monde. C'est là où il y a la vie même. Et le futur, c'est ça. Je vous en remercie. Merci ceux qui ont fait le déplacement de loin. Merci à Luciano pour cette organisation. Je te remercie beaucoup, frère, pour ce que tu as fait. Le travail que tu as fait, ce n'était pas facile. Et voilà, ce n'est que le début. On ne se réjouit pas maintenant. Ce que nous sommes en train de mettre en place, je pense que ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui seront les bénéficiaires de cela. Mais nous, on ne laissera que nos empreintes de ce qu'on a commencé. Je vous remercie sans tarder. Je vais juste demander un petit geste avant que tout le monde s'en aille. Avant de partager le pot, si on peut faire juste une photo de famille. Comme ça, moi, je dirais que j'étais avec le frère, le prénom Papicho, je dirais j'étais avec le frère Bertrand, il y avait le frère, la sœur. Si on se met juste là, on fait une petite photo de famille et on va partager un petit bout, si ça ne vous dérange pas. Music. On a le nouveau t-shirt nul pour les fauves. Les fauves, ça veut dire tous les sportifs américains. Donc voilà, belle création. Toujours avec sur la manche, effectivement, l'idée c'est des cystes. Ici, c'est la coupe féminine. Voilà, ça c'est Centrafrique pour la paix, toujours avec CDC. Et là, on met en valeur notre artiste, le guide, Bébé Matou. Donc ça, c'est personnalisé pour lui et ceux qui veulent
Voilà. Et ici, voilà, maintenant, on a le t-shirt pour monsieur tout le monde. Femme comme homme, mix. Aussi une belle créature. Et on a la coupe féminine aussi, dans d'autres couleurs, noires. On a ici. Et on a aussi le pull maintenant. Le pull pour certains qui, voilà, comme il fait deux fois mauvais en Europe, voilà, le pull il est là. Et aussi le t-shirt en bleu. Là, on a les purificateurs d'eau à usage domestique. C'est l'appareil qui a sauvé au Japon, après les problèmes qu'il y a au Japon. C'est-à-dire, de ça, cet appareil arrête 140 polluants nocifs à la santé. Et dernièrement, on vient de dire que les bouteilles plastiques contaminent l'eau, et voilà la solution. Et CDC a déjà ça. Donc, c'est un appareil qui te permet d'avoir 5000 à 7000 litres d'eau et qui t'aide à avoir de l'eau potable pour toute une famille. Donc, tu l'amortis en 1 an. Une année, tu l'as déjà amorti, et voilà, avec filtre en rayon ultraviolet et carbone. Là-bas, voilà d'autres coupes. On a le sac à multi-usage, les écoliers, les sportifs, tout. Et bien, on a ce beau pull-là, coupe femme. Et voilà, on a aussi ça ici. Donc, on a aussi d'autres articles qui parlent avec d'autres logos. Et on a les fameuses tasses CD6 qui, voilà, nous fait penser à notre groupe, à notre collectif chaque fois. Ça, ce n'est qu'un début. Hein. À un moment, on va arriver à beaucoup de produits dérivés. Donc là, on peut soutenir le sport avec ça, on peut soutenir les autres associations aussi avec ça et soutenir nos projets avec. Donc voilà, et grâce à vous, effectivement, tout ça est immortalisé. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va recevoir tout le monde. En tout cas, je tiens à remercier mon frère Luciano donc, pour tout ce qu'il a fait pour notre forum de Liège le 17. Franchement, on a été émus et puis il y a eu du monde et puis on était super bien accueillis ici, satisfaits de tout le monde jusqu'à la fin. Maintenant, on souhaite la continuation. On va continuer avec mon frère parce que c'est quelqu'un de très important dans le CDC. Donc on va continuer. Et le 7, rendez-vous le 7 en tout cas, le 7 avril à Paris, d'où Luciano sera là avec nous pour qu'on puisse avancer dans d'autres événements qui continuent. On en a plein. Voilà, tout est bien qui finit bien, on est très content de l'ambiance, de ce qui s'est passé, le contenu surtout, de ce combat pour le développement chez nous. Donc voilà, on remercie tout le monde, que tout le monde retourne bien dans sa famille et rendez-vous le 7 à Paris. Merci. Donc à bientôt, à très bientôt. Notre partenaire sur Pixel Focus. Pixel. You come to Belgium, you speak French. CDC, we are from Central Africa. Okay, we are from there. Sango, French. I'm living in France, Paris. Sango, yeah. Speak Sango now. Huh? You speak Sango too? No. Just bonjour. Bonjour is just... No, I don't speak any French. I speak Amharic. Amharic, my local language. And because I have to use English for work, I speak some English. Okay. For my work, I don't need French. Okay. Yes. So I don't need Just English. Thank you. Okay, thank you. We're happy to see you. Okay? Yeah. Focus, à bientôt, à très bientôt. Pixel Focus. Pour les meilleures images, le 7 avril. Un petit message à ceux qui n'étaient pas là sur ce forum d'hier. Vous avez loupé quelque chose, mais vous avez l'occasion de vous rattraper. Je vous donne rendez-vous le 7 avril. Ça va être du lourd. CDC sort du lourd parce que c'est une promesse. C'est une promesse. Le 7, on va faire la fête ensemble. Et de la même manière qu'on fait la fête, c'est la même manière que la fête va se passer dans nos vies. Voilà. Comptez sur nous et on compte sur vous. On compte sur vous aussi. Allez. Phénoménal.
Bungie Gang.